pour son projet. Mais surtout, enfin, c'est son souhait, essayer de parler aussi de la durabilité et un petit retour d'expérience, parce que je pense qu'on a pas mal d'auditeurs, surtout les étudiants qui sont intéressés un peu par des retours d'expérience d'entrepreneuriat Mais bon, de toute façon, vous avez la parole, donc entre votre projet et votre expérience, on est ravi de vous entendre. Et voilà, après, il y aura une petite discussion et on enregistre et on diffuse tout ça. Parfait. Voilà, donc vous avez la parole, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, évidemment. Vaste sujet. Je vais commencer peut-être par me présenter, ce sera plus simple. Donc, je m'appelle Sid Ahmed, je suis le cofondateur de Kill Bills. Kill Bills, en quelques mots, c'est un service qui permet au client d'avoir la remontée du ticket de caisse directement sur son application bancaire. Pour vous la faire très courte et assez simple, je paie avec ma carte personnelle, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Revolut, et je retrouve le détail de mon achat directement sur mon espace bancaire lors du paiement par carte. Le but étant d'avoir une solution qui soit extrêmement simple d'utilisation, puisque je paye avec ma carte bancaire et j'ai automatiquement le détail de ce que j'ai acheté sur mon application bancaire. Pour faire un petit peu la genèse de ce qui était au début qu'un projet, j'étais encore en école avec mon associé, on a fait la majeure entrepreneur tous les deux, et en fait en début d'année, on devait chacun pitcher un projet qui nous intéressait. On a tous les deux pitché un projet autour des tickets de caisse et de leur dématérialisation. Donc ça nous a déjà rapprochés. Il s'avère qu'il y avait une loi qui devait passer en 2023 sur l'arrêt de l'impression systématique des tickets de caisse. Donc on s'est dit que on a commencé un peu à creuser le sujet. On a vu que les tickets de caisse étaient terribles en termes d'écologie et d'un point de vue sanitaire. Enfin, pour vous donner quelques chiffres, c'est 18 milliards de litres d'eau qui sont utilisés chaque année, rien qu'en France, pour l'émission des tickets de caisse et des millions d'arbres coupés pour un produit dont la durée de vie moyenne n'est en fait que de 3 secondes. Absolument terrible. Pardon, c'est 1,8 milliard. 18 milliards, c'est pas le monde. On s'est dit bah, que cette loi, c'était le moment parfait pour créer quelque chose, pour le digitaliser, sachant que, et j'en parlerai plus tard, la digitalisation, c'est pas forcément la panacée et la solution à tous les problèmes. Quelquefois, il y a plus de problèmes quand on digitalise que l'inverse. Donc on s'est dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire. L'avantage d'être dans une majeure entrepreneur, c'est qu'en fait, tout le monde a cette même ambition, cette même volonté de au moins tenter quelque chose. Et ça démystifie énormément l'entrepreneuriat parce que, enfin, je pense qu'on l'a tous vu quand on est euh, dans un environnement beaucoup plus classique, avec des amis, famille, etc. Entreprendre, c'est quelque chose qui paraît complexe, long, extrêmement risqué. Bref, c'est beaucoup de problèmes. Alors que quand on est entouré de personnes qui veulent faire la même chose, bah, d'un coup on se dit bah, moi je vais tenter ça et toi, bah, moi je vais tenter ça. Ça démystifie la chose, ça permet de se lancer. Et nous, on a encore plein de boîtes qui sont encore en activité 4 ans aujourd'hui après la majeure. Oui, pour parler de fintech durable, je pense à Goodvest par exemple, qui permet de l'épargne en ligne avec les accords de Paris. Enfin, c'est super de voir que ce qui était au début, encore une fois, qu'un projet a débouché sur une véritable entreprise avec plusieurs dizaines de salariés 4 ans après. On a décidé de monter la boîte. Évidemment, avec plein de rebondissements. On a eu au début des soucis, puisque Kill Bill, c'est assez proche du film Kill Bill. Donc, bon, il a fallu régler ce problème. Les grosses boîtes aiment bien faire peur aux plus petites, d'ailleurs, là-dessus. Donc, on a dû un peu batailler. Euh, et, euh, et on s'est lancé. Et en fait, ce qui est bien quand on lance sa boîte juste après l'école, c'est qu'on est encore assez naïf. Et c'est exactement ça qu'il faut. Parce qu'en fait, si on sait tous les problèmes qu'on aura, euh, enfin, moi, je ne sais pas si j'aurais monté la boîte en ayant su ça. Mais en fait, en montant la boîte au tout début, on se dit, mais
ça, on va le faire, mais ça, on va le faire. Le BP est magnifique. C'est des millions d'euros déjà dès la deuxième année. La réalité, elle est plus complexe, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément moins bien. Enfin, il y a plein de chemins qu'on va découvrir qu'on n'avait absolument pas prévus, etc. Et c'est ça qui est super. Mais il faut garder un peu cette magie du début. On s'est lancé à deux avec mon associé. On s'y connaissait ni en fintech, ni en ticket de caisse, mais je sais pas s'il y a des experts du ticket de caisse, ni en retail, parce que évidemment, c'est avec le retail qu'on doit parler pour digitaliser le ticket de caisse. On s'y connaissait à peu près en rien. On a dû faire plein de calls, passer des heures et des heures à essayer de comprendre comment fonctionnait, en fait, exactement quand je paye avec ma carte bancaire, quel est le chemin, donc quelle est la banque qui va d'abord savoir qu'il y a eu il y a eu une demande de fonds. Est-ce que cette banque-là, la banque du porteur, à quel moment elle va parler à la banque de l'enseigne? Bref, la monétique, c'est un monde à part. Mais on s'est lancé et encore une fois, cette année-là nous a permis de se dire bah, on va juste parler à des gens, essayer d'en savoir plus et de se sentir un peu plus légitime parce qu'évidemment, il y a un enjeu de crédibilité, de légitimité. C'est normal. Il faut juste. Enfin, on a chacun des manières différentes de surpasser ça. Euh, Moi, je me dis juste que je vais tenter quelque chose et on verra ce que ça donne. Et il faut pas se mettre trop de pression. Mais enfin voilà, cet enjeu autour voilà, de la crédibilité, enfin, syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui peut arriver, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou ailleurs. Et surtout, si on n'est pas un expert du domaine, faut juste y aller, passer outre et voir comment ça va fonctionner. On s'est fait. Il y a je sais pas combien de membres qui nous ont dit, mais ça ne va jamais être possible ce que vous allez faire. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites? C'est complètement fou. Alors, il y a d'une part, elle qui n'y croyait pas, d'autre part aussi nous qui, je pense, n'avions pas le bon pitch. Hein, les torts sont partagés. Mais faut juste se lancer au début et voir la manière dont ça fonctionne. Euh, pour vous donner, enfin voilà, pour vous donner quelques anecdotes, on avait, je pense, 6 mois après le lancement de la boîte, euh, une banque, une néobanque qui nous a dit, ah, j'aimerais bien voir ce que ça donne, j'aimerais bien tenter, envoyez-nous une documentation API. Enfin, on savait pas ce que c'était. Enfin, moi, en tout cas, je savais pas ce que c'était. On a dû en créer une en 2 jours. On a copié celle d'un concurrent en Angleterre. On a fait ça sur Word en mettant V version 1.5 pour montrer que c'était pas la première. Bref, c'est complètement n'importe quoi, un truc en fait qui nous a jamais servi, mais en fait c'était super parce que il faut de l'agilité au début, faut juste essayer de montrer que on peut évidemment répondre aux besoins du client et avancer. Au fur et à mesure, ça se met en place bon, on a effectué une pré-seed, puis une seed, donc deux levées de fonds. Euh, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, comme disait un de mes feux mentors, c'est en se prenant pour un grand pianiste qu'on devient un grand musicien, et c'est exactement ça. On s'y connaît en rien, mais on se prend pour des experts, on dit que évidemment ça va marcher, et on arrive à convaincre des experts aussi bizarre que ça puisse paraître. Euh, on a des gens qui ont mis au capital, qui sont super bons, qui sont experts monétiques, qui sont super bons en banque, qui sont experts en retail. Et au début, mais on n'y connaissait absolument rien. Encore une fois, le côté naïf du début, c'est ça qui permet de, de se lancer et de se dire, en fait, c'est un truc qui va marcher. Euh, les grands tiraillements de l'entrepreneur, mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui nous survivra tous, c'est à quel moment ce que je fais, et c'est de la résilience. Je me dis, en fait, il faut que je continue, ça va payer. Quel moment c'est de la résilience, à quel moment, en fait, on est complètement têtu et en fait, on amène la boîte droit dans le mur. Plein de questions assez existentielles.
Faut être droit dans ses bottes quand on est convaincu de quelque chose. Euh, faut être à l'écoute des signaux faibles, faut être à l'écoute de son équipe parce que c'est souvent elle qui est sur le terrain. Faut être à l'écoute des investisseurs parce que mine de rien, ils ont de bons insights. Mais à quel moment on se dit non, non, mais en fait, c'est à nous d'y aller. Et, euh, vous inquiétez pas, vous verrez. Personne n'a la réponse, moi je l'ai pas. C'est juste que quelquefois je suis convaincu avec mon associé, on est convaincu de quelque chose et en fait on y va. Donc voilà, c'est juste comme ça qu'on y va. Et donc on a effectué une levée de fonds de 4 millions d'euros il y a 2 ans maintenant avec pour but de grandir en termes d'équipe. On est maintenant une dizaine. On a plusieurs dizaines de millions de tickets de caisse qui passent par nos serveurs chaque mois. Euh, et le but, c'est évidemment d'être intégré dans le plus grand nombre de banques, le plus grand nombre d'enseignes. On a aujourd'hui surtout des néobanques parce que c'est plus simple de travailler avec elles. Et on a commencé par une verticale, c'est celle des notes de frais, parce que en fait, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est digitaliser tous les tickets de caisse, mais en fait, le travail est colossal. Convaincre toutes les enseignes de France et de Navarre et convaincre toutes les banques françaises, c'est un travail titanesque. Et donc, il a fallu qu'on soit méthodique. Et donc, des banques pour professionnels nous ont dit, mais c'est super pour les notes de frais. Je paye avec ma carte pro, j'ai ma note de frais qui remonte, c'est top. Donc, on a commencé là-dessus. Donc, on a commencé par des néobanques pour pro, facile à intégrer et pour lesquels l'usage était évident. Et donc, nous, on a intégré des enseignes qui les intéressaient. Des enseignes de restauration, puisque 50% euh, des notes de frais aujourd'hui, c'est de la restauration. Donc c'est comme ça que nous, on a, on a commencé. Aujourd'hui, c'est surtout avec ces banques-là qu'on a des partenariats, même si on travaille, on parle avec d'autres banques pour être en pilote dès le début de l'année prochaine. Encore une fois, plein de chemins détournés pour arriver là où on en est. Et c'est super. Enfin, en fait, faut aussi se laisser. Faut aussi être à l'écoute du marché et se dire, bah, en fait, là, ça fonctionne pas depuis 2 mois, peut-être que je fais quelque chose de pas bien. Et en fait, quand quelque chose euh, fonctionne, vous le voyez directement. Enfin, on s'en rend compte même avec nos sales. En fait, à partir du moment où il y a, je sais pas, l'argument, le discours, la cible qui est bonne, ça se voit directement, les chiffres s'en ressentent. Donc, il faut surtout pas hésiter à itérer. C'est l'avantage d'une startup, itérer, bouger, etc. C'est quelquefois compliqué pour l'équipe parce que à quel moment on dit que la stratégie va nous permettre d'aller à cet endroit-là, mais en même temps, il faut être assez agile pour itérer. Euh, Nous, on a un cap clair avec, alors c'est l'anglicisme, même si je déteste, c'est la North Star métrique, donc la métrique du pôle Nord, celle qui en tout cas nous permet de montrer que si elle augmente, on augmente de valeur incrémentale la valeur de la boîte et la valeur des revenus. Donc en fait, la plupart du temps, il y a une, quelquefois deux grandes métriques qui doivent être primordiales pour tout le monde et envers lesquelles tout le monde doit tendre. Si on augmente ça, alors on est super. Le cap, c'est ça. C'est un peu comme la guerre, on a une stratégie qui va nous permettre de gagner la guerre et il y a des tactiques qui vont nous permettre à moyen, court terme d'arriver à la stratégie donnée. Donc le cap est clair et quelquefois il y a plein de chemins un peu différents qu'on prend. Mais ça c'est normal. Donc euh, moi, le conseil que je pourrais donner à des étudiants qui ont envie de se lancer, c'est profiter de cette année pour trouver quelqu'un avec qui monter une boîte. Le plus important, c'est l'associé, c'est pas l'idée. Je pense qu'on vous l'a déjà dit, mais il y a déjà plein de gens qui ont probablement eu votre idée. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier. Ce qui va faire la différence en revanche entre vous et un potentiel concurrent, c'est l'exécution.
C'est à la manière dont vous allez avoir une bonne stratégie, vous allez avancer vite. Et la meilleure manière d'avancer vite, c'est d'avoir un super associé ou une super associée. C'est vraiment primordial parce que euh, vous allez passer par plein, enfin c'est un couple, hein, et la boîte c'est le bébé. La communication, c'est super super important parce que sinon enfin, les gens vont droit dans le mur. Et nous, on s'est systématiquement mis en place un point fondateur toutes les semaines, le vendredi après-midi. Quand on peut, on essaie de déjeuner ensemble pour essayer de parler des différents points. Et en fait, il s'avère en parlant, ah, mais en fait, tu sais, machin a dit ça, ah, c'est pas bête, etc. Ah, en fait, machin pense ça, etc. C'est super important de garder cette communication parce qu'il y aura plein de moments où en fait vous vous rendrez compte, et il faut se rendre compte à peu près au même moment où on parlait vite, que bah, la manière dont on fonctionne aujourd'hui fonctionne pas, qu'il faut réorganiser une équipe, que la cible est pas bonne, etc. Et la chance, encore une fois, d'une startup, c'est que on peut prendre les décisions du jour au lendemain. C'est-à-dire, ça marche pas, on a parlé à l'équipe, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ouais, c'est vrai que là, le discours fonctionne pas. Ok, ben on va le changer, on se fait un point maintenant. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On fait ça, le lendemain, on change. C'est trop cool parce qu'en fait, ça permet de voir directement si ce qu'on fait a de l'impact ou pas. Et les gens viennent dans une startup pour ça. Faut aussi s'en rendre compte, les gens viennent dans une startup pour ça. Euh, Plein de postes sont super payés, super bien payés, avec plein d'avantages, mais en fait, la stimulation intellectuelle, l'agilité, etc., ça, c'est en startup qu'on le retrouve. Donc, en fait, il faut en profiter à fond, il faut le mettre en avant et se dire, OK, bah, en fait, là on peut changer les choses. Nous, on l'a fait d'un point de vue commercial plusieurs fois et, euh, et maintenant, ça fonctionne plutôt bien, jusqu'à ce que ça fonctionnera moins bien, évidemment. Mais s'il y avait vraiment un point super important, c'est vraiment la communication. Nous, c'est une des valeurs de la boîte. Alors, je pensais que c'était très bullshit, moi, les valeurs. Mine de rien, euh, c'est cool pour avoir des gens qui vont se retrouver autour d'un set de points communs. Et nous, la manière dont on l'a fait, c'est qu'on a demandé en fait à toute l'équipe de donner les 10 valeurs auxquelles les gens se retrouvent. Et on a pris un top 3 et qui nous correspond assez bien. Et la communication, c'est la première valeur. Donc, c'est plutôt cool parce que ça montre que euh, les gens l'ont intégré, mais voilà, c'est archi important. Communiquer, parce que c'est ça qui va être la clé du succès de la boîte. Euh, Aujourd'hui, la fintech, c'est quand même une belle partie de la French Tech. Euh, c'est 36 000 emplois, c'est de belles licornes qui sont déjà apparues. Euh, Moi, je trouve que c'est super parce que, enfin, voilà, travailler dans dans ce secteur-là, c'est top parce que il y a, que ce soit des levées de fonds, que ce soit sexy pour des potentiels salariés qui vont vous rejoindre, c'est super. Évidemment, ces 2 dernières années, c'était plus compliqué euh, qu'en 2020-2021 où les valos étaient super, mais pour les boîtes qui veulent lever de l'argent, ça commence à revenir. Pour celles pour lesquelles elles n'ont pas forcément levé de l'argent, c'est super et c'est quelquefois moins de problèmes. Euh, mais voilà, moi je vous conseille en tout cas de monter votre boîte. C'est top. Bien choisir votre associé, c'est super. Mais vraiment, c'est ça le plus important. Bah, je vais répondre à ta question, Benoît. Euh, En fait, on était deux au début. Et en fait, donc moi, je suis mon associé CTO, moi, je suis CEO, mais en fait, on s'est dit dès le début qu'on était associés, dans tous les cas. Donc, les enjeux tech, moi, j'ai envie d'être au courant de ce qui se passe. Lui, je le mets au courant des enjeux commerciaux. Au début, quand on est deux, c'est marrant, mais alors, c'est lent, la communication est top parce qu'il y a, enfin, c'est Messenger qui fonctionne. Et en fait, on a l'impression qu'on est efficace. Ça avance, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Plus on grossit,
plus c'est compliqué parce que enfin, nous, on est monté jusqu'à 15 personnes. Après, on est redescendu à 10. Et en fait, on a vu qu'entre 15 et 10 personnes, on était tout aussi efficace. Ce qui montre bien que, enfin, on avait fait quelque chose qui fonctionnait pas trop pour voir qu'à 10 personnes était aussi efficace qu'à 15. Et évidemment, plus on a de personnes, plus il faut commencer un petit peu à mettre en place des process. Alors nous, 10, c'est pas de gros process, mais bon, parce que, il faut que la communication, euh, elle soit diffusée partout, il faut qu'on parle beaucoup. Donc à deux, évidemment, CEO, c'est Chief of Everything Officer, donc tu fais absolument tout, soit de la compta, du sales, enfin, tout. Euh, Ensuite, quand on commence à avoir une petite équipe, euh, clairement, le plus dur, c'est la RH. C'est sûr. Côté marketing, enfin, franchement, on fait des posts LinkedIn, etc. Enfin, peut-être qu'on n'a pas mis d'ailleurs assez d'efforts dessus, mais je dirais pas que c'est compliqué, c'est juste en fonction des efforts mis. Euh, la finance, moi j'ai la chance d'avoir fait une école de commerce, donc ça me faisait pas trop peur de faire des BP, etc. Mais le côté RH, c'est clairement le plus dur. Et tous les entrepreneurs vous le diront, avoir les bonnes personnes, c'est c'est super dur. Recruter, c'est super dur. Essayer de maintenir une cohésion d'équipe, c'est super dur. Essayer d'être juste et pas léser des personnes, c'est dur parce que quelquefois, on ne le fait pas exprès. Euh, le RH, c'est super dur et je me souviens, moi, j'avais un entrepreneur qui me l'avait dit. Et quand on avait recruté, ouais, quand on est monté à 15, je me suis dit, moi, je suis content. Que avec cette équipe-là, je suis sûr que dans 2 ans, on viendra ce seront les mêmes. Pas du tout. 6 mois après, déjà, il y avait des gens différents. Euh, mais c'est normal, faut pas être dogmatique. Encore une fois, la startup, ça permet de voir directement si les gens sont efficaces ou pas. Parce qu'en fait, on est une petite équipe, donc si quelqu'un est bon, ça se voit directement. On voit que ça avance et c'est trop cool. Si quelqu'un est pas efficace, en fait, ça se voit directement aussi. Et recruter les bonnes personnes, encore une fois, c'est super dur. Moi, je connais une boîte dans la fintech, Joko, euh, qui a mis en place un process de recrutement qui est assez vénère, mais ils ont raison pour essayer d'avoir les meilleures personnes. Euh, il y a plusieurs tours, plusieurs reference calls, etc. Mais je le comprends parce que avoir une mauvaise personne ou deux mauvaises personnes sur une équipe de 5, 10, 15 personnes, avoir une personne qui est pas top, même pas qui est mauvaise, qui est pas top, c'est contagieux. Parce qu'en fait, les autres très bons se disent ah ben en fait, cette personne-là, elle va pas se donner à fond. Et en fait, soit elle est aussi bien payée que moi, soit en fait, les fondateurs sont contents. Moi, je vois pas pourquoi je vais me donner plus. Autant, autant donner comme elle. En fait, ça nivelle par le bas. Et donc, en fait, là-dessus, il faut malheureusement être radical et se séparer des personnes qui sont pas au niveau. C'est super dur. C'est super dur parce que dans une équipe de 5 10 15 personnes, tout le monde se connaît, il y a des liens affectifs qui se créent, c'est normal. Quelquefois, ça devient des amis et tout, donc c'est super dur, mais en fait, il y a des gens qui font confiance à tout le reste de l'équipe qui font confiance aux fondateurs pour les amener au top du top et être une super boîte, etc. Donc, on n'a pas le droit de les décevoir. Moi, j'ai pas envie non plus de décevoir mes investisseurs parce que je considère qu'ils nous ont fait confiance alors qu'on avait zéro expérience, donc bah, j'ai quand même une reconnaissance envers eux. Donc d'abord une reconnaissance de ma team, puis une reconnaissance de mes investisseurs que je dois honorer. Et donc on peut pas se permettre de laisser des gens comme ça, mais c'est dur. Les entrepreneurs, enfin, si jamais vous montez une boîte, ce que je vous souhaite, vous aurez plein d'entrepreneurs autour de vous et quelquefois vous leur dire, ah mais voilà, j'ai ce problème-là, ce problème-là. En fait, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ils disent, bah en fait, c'est exactement ce que tu dois faire, quoi. Ouais.
Bah, ouais. Et du coup, il faut prendre la décision, mais c'est pas facile, mais c'est comme ça. Donc, pour le bien de l'équipe, pour le bien de tous, il faut le faire. Il y a un super livre que je vous conseille de lire. C'est Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz. Donc, l'un des partenaires du fonds A16Z. Je sais pas comment, enfin, probablement en anglais c'est A16Z. Euh, Hard Things About Hard Things est vraiment, vraiment top. Euh, Répond à plein de questions de management, de levée, etc. Enfin, vraiment, vraiment super. Donc, faut vraiment se souvenir d'une chose, c'est que quand vous avez une boîte, il y a plein de choses importantes, mais que dans cet ordre, les choses les plus importantes, c'est d'abord l'équipe, ensuite les clients et après les investisseurs. C'est ça le plus important. D'abord les clients, d'abord l'équipe, pardon, parce que sans l'équipe, s'il y a des gens qui ne sont pas bien, vous n'êtes pas efficace, enfin, c'est terrible. Et vraiment, l'équipe, ça doit prendre la majeure partie de votre temps. Après, les clients, faut les contenter. Et évidemment, les investisseurs aussi, parce que ils vous font confiance et il faut être en mesure de montrer qu'on avance. Toujours maintenir en communication avec eux, c'est assez important. Mais, euh, mais voilà, en termes de retour d'expérience, RH, clairement, le plus dur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai beaucoup parlé déjà. Je n'ai pas envie de vous assommer, mais C'est l'objectif, hein. C'est le plateau est à vous, hein. Donc allez-y. Moi, je me permets tiens, d'intervenir, que les autres personnes n'hésitent pas. Moi, je voulais vous remercier. Alors déjà pour comment dire, une sorte de présentation très sincère et très décomplexée du parcours entrepreneurial. Ça, c'est très agréable. Je vous explique, dans le master 224 que je dirige et également sur le campus de Tunis où je fais un cours FinTech, on demande aux étudiants de créer une FinTech qui vont soutenir devant un jury d'entrepreneurs, d'accélérateurs, de fundraisers. Enfin, bon. Et c'est intéressant, je transmettrai la vidéo à tous ces étudiants-là, parce qu'en fait, très souvent, un des freins au passage à l'entrepreneuriat, c'est l'impression qu'il faut réussir du premier coup. Et c'est intéressant de vous écouter dire qu'au début, on part, parce que je vois certains étudiants, quand ils présentent, ils partent, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'on part, on ne sait pas trop, on n'est pas spécialiste en tout, et puis ben, vas-y, et puis de toute façon, on va changer d'avis, et puis on va retrouver des gens. Et ça, je pense que Bon, c'est inspirant que vous expliquiez que, effectivement, parce que souvent on entend parler, vous savez, on entend parler des gens qui ont réussi 8 ans ouais. après, qui vous disent, ouais, c'est super, bon, aujourd'hui j'ai 60 salariés, machin, machin, ou plus, j'en sais rien. Ouais, enfin, les galères du début, moi je vois, j'ai accompagné quelques projets, le début, bah, c'est compliqué, quoi. Comme vous dites aussi, c'est compliqué en RH, quoi. Être capable de recruter les bonnes personnes alors qu'en fait on n'a pas été formé, on ne sait pas comment faire, c'est vraiment à la retenue. Bah, voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Avec une autre plaisir. question de Benoît. Oui, bah, pour rebondir rapidement là-dessus, je trouve que c'est super important et c'est bien d'avoir des échanges avec des entrepreneurs parce que, encore une fois, enfin, moi, il y a plein d'entrepreneurs, moi, quand je leur demandais un petit peu quel était leur parcours, etc., ils me disaient, mais moi, au début, enfin, je connaissais absolument rien. Je me suis lancé. euh, et le plus important, c'est d'être résilient. Vraiment, Hum. faut pas lâcher. Faut être assez agile pour se dire, OK, bah en fait, là, ça fonctionne pas, bah en fait, je vais tenter une autre manière de faire, etc. C'est vraiment, faut jongler entre les deux, mais c'est pas grave de pas connaître, c'est pas grave, enfin, je veux dire, faut juste y aller, se confronter au marché, voir si ça fonctionne, changer, itérer, continuer, etc. Et c'est pas grave, enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs bien pour ça que la plupart des fonds aiment beaucoup les repeat founders, les fondateurs qui ont déjà monté des boîtes, parce qu'en fait, euh, on apprend énormément en ayant fait un exit ou en étant successful avec sa boîte, ou au contraire, en ayant planté, enfin, c'est pas grave. Moi, si jamais maintenant je remonte une boîte, mais je serai mais 15 fois plus efficace que ce que j'ai été au début. Mais c'est la, ce qu'on a appris en 3 ans, c'est inimaginable. Et rien que pour ça, en fait, c'est super de monter une boîte.
parce que l'apprentissage qu'on a, je ne pense pas qu'on puisse l'avoir autre part. Enfin, en fait, c'est simple, on est confronté à des choses auxquelles on n'est pas préparé tous les jours. Recruter, je n'ai jamais su comment recruter, je suis pas recruteur. Pitcher devant des invests, lever des fonds, évidemment, voilà, on ne sait pas. Convaincre des clients, bah oui, mais ok, on s'est expliqué, etc. Mais bon, on n'est pas commercial non plus de base. Créer un produit, créer une roadmap, prioriser, faire un BP, tout ça, en fait, il y a des choses sur lesquelles on est plus ou moins à l'aise, évidemment. Mais gérer tout ça, etc., on n'est évidemment pas préparé. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on se, en fait, on est jeté dans le bain. On ne sait pas trop nager, on surnage au début. On fait l'étoile de mer, après on essaie d'aller au rivage, on apprend la brasse, et puis après on apprend le crawl, et après on est efficace, etc. Et c'est l'apprentissage qui fait que, en fait, la boîte d'après, ça va être le feu d'artifice. Mais si on n'est pas passé par là au début, franchement, c'est impossible de comprendre ce qu'on peut faire bien, qu'est-ce qu'on peut optimiser, etc. Et donc, même maintenant, j'optimise plein de trucs que j'ai mal fait au début. Donc, c'est normal et vraiment, vraiment, enfin, il faut démystifier le côté ah, mais en fait, pour moi, c'était super facile, évident dès le début. Oui, En fait, on a monté le truc et bah, en fait, c'est parti comme une fusée. Il y en a pour qui ça marche. Bravo. Enfin, vraiment, c'est top. C'est trop cool. Évidemment qu'il n'y a pas de galère, c'est plus simple. Mais la réalité, c'est que, mais moi, je parle à tous les entrepreneurs. À chaque fois qu'ils me racontent leur galère, je me dis, mais en fait, c'est pire que moi. Je me dis, oh là là, j'ai pas envie d'être à sa place. Et quand je leur raconte les nôtres, ils disent, oh là, j'ai pas envie d'être à ta place. Mais parce qu'en fait, quand on est dedans, on est dans l'action et on arrive à se dire, ok, mais en fait, je vais faire ça, 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 ça. Et c'est ça qui est trop cool, c'est que quand on entreprend, on est vraiment dans l'action, donc on n'a pas le temps de se dire, oh là là, ah bah mm, en fait, ah, c'est trop dur. En fait, non, pas que c'est trop dur, en fait, il faut y arriver, quoi. Donc, bah, trop les moyens d'y arriver. Pour répondre à ta question, Benoît, c'est une bonne question. En fait, faut savoir ce pourquoi les gens viennent. C'est super important. J'avais un salarié. Pour répondre déjà à ta question, oui, il y a encore des gens qui étaient là depuis le début. En fait, le premier salarié, qui est notre lead tech, était bah, en fait le premier salarié de la boîte et est toujours là aujourd'hui. Donc, on est super fiers de ça. Euh, et les startups, ce qu'elles ont à offrir, c'est un truc cool à vivre avec des personnes en principe smart et qui ont envie de tout donner. La promesse, si ça fonctionne et que son travail est récompensé, la promesse d'avoir potentiellement beaucoup d'argent parce qu'il y a des BSPCE qui sont derrière. Nous, on donne des BSPCE à tous les salariés. Et donc, bah, mine de rien, ouais, c'est trop cool ça aussi. Euh, et le fait d'être dans un environnement agile, euh, sympa, où en fait il y a une véritable émulation, où il n'y a pas de hiérarchie lourde qui vont demander de passer par quatre niveaux de management et de validation pour avancer sur quelque chose. Il y a plein de fois où quelqu'un de l'équipe dit, ah, mais en fait, si on faisait ça comme ça, je dis, bah, vas-y, tente. C'est trop bien. Pour eux, c'est trop bien. Pour nous aussi, enfin, je veux dire, c'est super d'avancer, d'itérer. Euh, donc, il faut vraiment savoir ce pourquoi les gens viennent. Ce salarié-là, par exemple, lui nous a demandé assez rapidement s'il y avait des BSPCE, et ça, c'est un très bon signe, parce que ça veut dire que, un, il se voit à long terme sur la boîte, et deux, il aligne les efforts qu'il va mettre, non pas forcément directement au salaire, même si évidemment le salaire est important et nous, on a une politique où on paie assez bien, mais en fait aussi à la valeur long terme de la boîte. J'en ai un autre où en fait on lui avait proposé un salaire et des BSPCE et un salaire plus élevé et des BSPCE plus faibles, a choisi le salaire plus élevé. Alors, ce que je peux comprendre, mais qui déjà donne une indication. Et ça a pas manqué parce qu'en fait, un an après, il a demandé une augmentation. Nous, on était en levée de fonds, on n'était pas en mesure d'avancer là-dessus. Finalement, il est parti pour un salaire beaucoup plus élevé dans une grosse boîte où voilà, il y avait très peu de BSPCE, mais en fait, ça se sent. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir ce pourquoi les gens viennent. Si les gens viennent
pour de l'argent pur et simple, en fait, les startups du début, c'est pas ça qu'elles vont offrir. En revanche, si les gens viennent pour la mission, pour l'équipe, parce qu'évidemment, nous, en dernier tour, en fait, on prend un verre avec tous les membres de l'équipe, etc. Euh, Si elles viennent pour se dire, en fait, je vais rester ici sur le long terme, parce qu'en fait, les efforts que je mets aujourd'hui, en fait, c'est des efforts composés qui vont, dans 3 ans, me permettre, en fait, d'avoir la boîte qui va être énorme. Si les gens viennent pour ça, déjà, c'est super. Après, euh, on a le package classique des startups sur des avantages salariés, mais objectivement, je pense pas que ce soit ça qui va faire choisir quelqu'un qui va venir chez nous versus une autre grosse boîte. C'est cool, évidemment. Il y a Gymlib pour faire du sport, il y a évidemment Carte Resto, etc., etc. Mais je pense que les gens viennent pour ça. Et derrière, en fait, les gens viennent pour ça et les gens restent parce qu'elles l'ont trouvé et parce qu'en fait, elles se sentent écoutées. Si on montre que, en fait, on n'est pas réticent au changement, qu'on prend en compte ce qu'ils disent, etc., en fait, les gens, ils sont super fidèles. Enfin, moi, je vois à quel point, que ce soit les techs, les commerciaux, ils sont démarchés tous les jours, pour rejoindre d'autres boîtes avec aussi des super salaires, etc. Mais en fait, ils disent, si je suis super bien, je sens que j'ai de l'impact, ça c'est super important, je sens que j'ai de l'impact, les gens m'écoutent, euh, euh, on m'a promis quelque chose que je retrouve. Et en fait, si je continue sur ce chemin dans 2 ans, dans 3 ans, en fait, il y a la promesse de quelque chose de beaucoup plus gros. Si on est en mesure de faire ce que l'on dit, ce que l'on promet au moment où on a les gens en entretien, les gens restent. Donc, c'est vraiment un mix entre savoir pourquoi les gens viennent, et ça, c'est super important. Il y a des questions très simples à poser, hein, vraiment, sur, bah, en fait, pour toi, enfin, qu'est-ce qui est important au sein d'une boîte? Comment tu te sens valorisé au sein d'une boîte? Quel est le marqueur qui fait que tu sens que tu réussis et que tu es fier dans une boîte? Il y a des gens qui vont dire, bah voilà, pour moi, si j'ai un bon salaire, pour moi, le salaire, c'est le marqueur du fait que je sois bien dans une boîte. Il y en a qui disent, pour moi, c'est monter en compétences, monter en poste, bref, plein de, de réponses différentes à cette question. Et vraiment, hein, il y a des questions assez simples qui permettent de le détecter, mais un mix entre savoir pourquoi les gens viennent et faire ce que l'on promet. Encore une fois, à nous, la communication, c'est super important. Et quelquefois, c'est dur de garder les promesses, mais en fait, on essaie de s'y tenir un maximum. Et quelquefois, c'est pas facile, parce que il y a des enjeux plus gros, il y a un manque de budget, etc. Mais enfin, voilà, si on l'a promis, on le fait, quoi. Donc, retenir les talents, c'est dur aussi. Mais en fait, il reste aussi parce que on montre que nous, on a envie d'avoir que les meilleurs. Et les A-players, les meilleurs, ils ont envie d'être entourés des meilleurs. Donc en fait, s'il y a beaucoup de super personnes dans une équipe, tout le monde se sent stimulé, tout le monde travaille bien. Et en fait, elles ont aussi envie de rester à cause de ça. C'est pour ça que l'équipe, c'est super important. Créer un environnement où les gens sentent qu'elles se sentent stimulées, c'est primordial. Merci beaucoup. Alors, dans l'assistance, faible pour l'instant, mais qui sera importante en replay, il y a deux étudiants que je connais, enfin, en tout cas, ouais, donc, je connais le dossier. Ça me fait penser que souvent, les étudiants qui sont intéressés par ce type de parcours, tu l'as dit, ils sont intéressés par le fait de servir à quelque chose. C'est-à-dire, dans les grands Ouais. groupes, on le sait, hein, une fois on entre dans un bureau, 6 mois après, on ne sait même pas ce que fait le type du bureau d'à côté, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et est-ce que c'est pas compliqué dans une entreprise où vous êtes 10, où tout le monde interagit, d'avoir comme interlocuteur professionnel des grandes banques, la grande distribution, où là, j'imagine qu'on se retrouve confronté à
bah, toute la rigidité qu'en fait on a envie d'éviter quand on vient dans une start-up. Si, si, clairement, c'est dur, clairement. Après, enfin, nous, on a une vision de la difficulté qui est particulière. Enfin, moi, pour moi, tout ce qui est difficile rajoute une barrière à l'entrée. Et donc, si on arrive à passer ça, ça veut dire que en fait, les gens ne pourront pas faire comme nous, et donc on aura peu de concurrents, et donc on sera seul sur le marché. Euh, c'est évidemment assez complexe. Faut trouver la bonne personne, faut relancer. C'est des cycles de vente qui sont très longs. C'est vraiment particulier. C'est pas du tout la start-up, mais il faut que nous, on s'organise pour. Donc, il y aura toujours le même interlocuteur. On fait nos relances de manière systématique. On essaye de trouver d'autres personnes. Enfin, voilà, on essaie de mailler un petit peu le compte. Mais oui, oui, enfin, quelquefois, c'est frustrant quand on a essayé d'éviter ça, euh, parce que les gens qui nous rejoignent aussi, quelquefois ont été dans une grosse boîte et ils ont envie, enfin, ils voulaient éviter ça. euh, et ils ont envie de servir à quelque chose. Encore une fois, faut pas minimiser le fait que les gens viennent dans une startup aussi pour avoir de l'impact au sein de la boîte, mais aussi avoir de l'impact dans le monde. D'ailleurs, nous, j'en profite, c'est la deuxième valeur de la boîte. Il y a communication, impact et ambition. Euh, et, euh, et en fait, nous, pour vous donner un exemple, on a monté la boîte avec mon associé Basile pour répondre à l'impact écologique des tickets de caisse, qui était absolument terrible. Et on s'est dit, on a envie que les gens arrêtent, que les enseignes arrêtent d'imprimer de tickets de caisse parce que c'est la première cause de pollution dans les centres commerciaux, qui est un enjeu sanitaire d'ailleurs. Enfin, on conseille aux caissières enceintes de ne pas toucher de ticket de caisse parce que ça peut Mhm. être mauvais pour le fœtus. Bref, c'est nul, quoi. Le ticket de caisse, c'est terrible. Donc on s'est dit, on a envie d'avoir un vrai impact là-dessus. Et en parallèle, on a envie d'aider les consommateurs à mieux comprendre leurs dépenses parce que le ticket, il est sur la bancaire, donc la catégorisation des dépenses, elle est plus fine. Euh, on peut avoir une vision de son empreinte carbone qui va être plus pertinente. On peut avoir un ticket pour ses garanties, ses retours directement sur une application bancaire. En fait, tout ça, nous, on a envie d'aider le client, on a envie d'avoir un impact sur le monde. Et donc, en fait, les gens aussi nous rejoignent pour ça. Euh, et ça, ça passe par être agile, évidemment, mais bon, euh, c'est c'est dur d'avoir du B2B grand compte, mais c'est ce qui fait aussi que les contrats sont derrière plus lucratifs. Oui, Donc, bah oui, on a fait le choix de la double difficulté, parce qu'on a deux grands comptes à aller convaincre. Voilà, plus on est fou, oui, plus on rit, hein. tout à fait, c'est ça. C'est qu'en plus, il y a et les banques et la grande distribution. Donc, on est face à Exactement. des. Vous êtes face à des mastodontes, en fait. C'est des Oui, gens. oui, oui, Euh, oui. Comme ça. Est-ce qu'il y a une question dans l'assistance? J'avais repéré quelques remarques que je vous ai adressées, donc je vais pas. S'il n'y a pas de questions, je propose. On avait un format plus long avant sur les matinales qu'on commençait en physique, en fait, avant la Covid, Ok. et qu'on a passé en visio. Et on se rend compte, comme le dit Anodil, c'est qu'en fait, on est de plus en plus, et comme je disais au début, on est de plus en plus sur un format dans lequel le replay est important. Et dans lequel les gens ont des retours. Donc, si vous avez des retours, vous aurez peut-être des candidatures, parce que, encore une fois, j'ai vu des étudiants se connecter. Ça peut susciter des candidatures ou Avec suite au plaisir. replay. J'espère que ça arrivera, même si effectivement, il vaut mieux être prudent et avancer à son rythme pour les recrutements. Mais bon, si vous avez des étudiants qui viennent, ou si vous avez d'ailleurs des offres à nous communiquer, il ne faut pas hésiter. Avec plaisir. Je le ferai. Bah, écoutez, voilà, je pense que je vais remercier encore une fois parce que moi j'ai adoré votre ton, j'ai adoré voilà, c'est enthousiasmant et je sais que Merci. Anodil qui travaille avec moi apprécie toujours ça fait toujours du bien quand on a sur les matinales comme ça des gens qui sont heureux de faire ce qu'ils font, qui cachent pas les problèmes, mais en même temps c'est pas bloquant, il y a des soucis, on avance, on crée, donc c'est vraiment merci vraiment beaucoup de partager cet Avec, enthousiasme avec nous ce matin. avec plaisir. Pour le coup, enfin, je l'ai peut-être pas dit en préambule, mais
monter sa boîte, c'est un pied monumental, hein. Vraiment, c'est je pense, ouais. incroyable. Enfin, j'adore ça. C'est super. Énormément de galères, bien sûr. On en a parlé, mais c'est incroyable. Donc voilà, ceux qui le peuvent, n'hésitez pas. Un message reçu. On espère que le message va circuler. Voilà. J'espère également. On, Merci on- encore pour l'invitation. on va le mettre en en-tête de la matinale. Voilà. Voilà. Ce sera le Oui, mot du exactement, on début. va faire ça. Ouais. Bah, Merci merci beaucoup. beaucoup, Sidi Avec Ahmed. plaisir. Également, Au, merci beaucoup. Bonne au journée, revoir. puis à très bientôt, j'espère. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.